FM, le journal. Lundi 24 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio Savoir FM, émettant sur le 95.8 MHz à Niamey et ses alentours et sur notre page Facebook Savoir FM 95.8 Niamey pour ce journal d'information présenté par Suleiman Hamoud. Du 3 au 5 décembre 2025, Niamey accueillera au Centre international de conférence Mahatma Gandhi un forum national consacré à l'entrepreneuriat agricole et agroalimentaire des jeunes. Une rencontre placée sous le haut patronage du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et qui ambitionne d'ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes porteurs de projets. Nouridina Gali pour le compte rendu. À travers ce forum annoncé pour les 4, 3 et 5 décembre, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage affiche clairement une ambition, faire de la jeunesse nigérienne un acteur central de la transformation agricole. Le thème choisi, la création et la recherche des financements des entreprises agricoles et agroalimentaires au Niger, porté par les jeunes, n'est pas qu'un slogan, c'est une réponse directe à un besoin national, celui de libérer l'énergie, l'innovation et les capacités d'initiative d'une jeunesse qui ne demande qu'à entreprendre. Le haut patronage du Premier ministre n'est pas anodin. Il traduit une volonté politique d'élever ce forum au-delà d'une simple rencontre technique pour en faire un espace stratégique où l'on parle d'accès au financement, de partenariats, des politiques publiques et surtout des souverainetés alimentaires. Car oui, la souveraineté passe aussi par les jeunes, par leur créativité, leur courage, leurs projets de transformation, de production, de conservation, de distribution. Mais les enjeux sont immenses. Le premier défi reste l'accès réel au financement. Pendant longtemps, les jeunes ont frappé à des portes solidement verrouillées. L'absence de garantie, procédures lourdes, frilosité des banques. La vraie question est donc de savoir si ce forum parviendra à renverser cette tendance et à ouvrir enfin des mécanismes concrets, adaptés, durables. Autre enjeu, l'accompagnement. Créer une entreprise agricole ne suffit pas. Il faut être formé, suivi, coaché. Sans un encadrement solide, beaucoup d'initiatives finissent par s'essouffler. Le forum sera donc attendu sur les solutions d'appui technique, de gestion, de transformation et de commercialisation. Enfin, un défi social, garantir que l'événement ne profite pas seulement aux jeunes de grands centres urbains. Les campagnes, là où se joue l'essentiel de la production agricole, doivent être pleinement intégrées dans la dynamique. En réalité, ce forum est une promesse faite à une génération qui veut produire, transformer, innover et bâtir sa place dans l'économie. Une promesse qu'il faudra tenir, car la réussite de la jeunesse agricole n'est pas seulement un objectif économique. C'est une condition pour la stabilité, l'emploi et la souveraineté alimentaire du Niger. 22 novembre 2025, sur près de 1400 km, un long ruban d'acier et de solidarité a traversé le Sahel. 82 camions-citernes chargés d'hydrocarbures en provenance de Niamey ont fait leur entrée à Bamako. Un geste puissant voulu par le chef de l'État nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, pour accompagner le Mali dans une période énergétique délicate. Suleiman Hamoud. Ce convoi de 82 camions-citernes arrivé ce 22 novembre 2025 à Bamako n'est pas seulement un transport d'hydrocarbures. C'est un message de fraternité assumée, d'histoire partagée et de destin commun. C'est un acte politique autant qu'un acte humain, celui par lequel un pays tend la main à un autre, non pas par charité, mais par conviction révolutionnaire, celle que nos peuples n'avanceront qu'en marchant ensemble. Parce que derrière chaque citerne, il y avait un visage, un chauffeur, un apprenti, salué un à un par le ministre du Commerce et de l'Industrie malien, Moussa Alassane Diallo. Car ces hommes ont porté sur 1400 km l'effort, le courage, la chaleur du bitume, mais surtout l'espoir d'un peuple vers un autre peuple. Ils ont été escortés par les forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES, démontrant que la sécurité aussi peut devenir un projet commun, une construction collective. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger, chef d'État. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer
l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Cette donation exprime aussi le destin commun entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, gendarme Abdraman Chani, votre générosité inspire les peuples de l'AES et les motive davantage à se mobiliser, à être déterminés, à assurer le destin et la souveraineté. Dans les mots de l'ambassadeur du Niger au Mali, Abdou Adamou résonne les mémoires mêlées, les frontières qui n'ont jamais séparé les cœurs, les combats qui se sont souvent confondus. Le Niger et le Mali ne se visitent pas, ils se retrouvent. Et c'est toute cette profondeur historique qui transparaît dans ce geste, salué au Mali comme un acte rare, mais surtout juste. Quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO, parce que le Niger a décidé de prendre ce destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger n'a jamais oublié. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir depuis quelques jours ici à Bamako. La Confédération AES a sa devise, un espace, un peuple, un destin. Ce matin-là, sur la route qui mène à Bamako, cette devise n'était plus un slogan. Elle roulait, elle respirait, elle vibrait au son des moteurs qui, bien au-delà du carburant, transportaient une idée, celle de la souveraineté retrouvée par l'unité, celle de la dignité affirmée par la solidarité. Oui, ce qu'on voit, c'est un symbole, le symbole d'une Afrique de l'Ouest qui se libère, qui assume ses choix, qui refuse l'isolement et redécouvre la puissance de la fraternité. Le Niger et le Mali, main dans la main, montrent que la révolution n'est pas toujours bruit et tumulte. Parfois, elle avance lentement, sur 1400 km, portée par 82 camions-citernes et par la conviction que rien ne pourra jamais briser un peuple debout. Et puis la suite de ce journal, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a animé un point de presse hier pour faire part à la population de l'introduction d'un vaccin pétavalent contre la méningite ACWYX et le vaccin conjugué contre la fièvre typhoïde VCT. Écoutons un extrait de son message. Pour cette intervention essentielle d'offre de soins, nous avons retenu une stratégie claire et ambitieuse. L'utilisation au quotidien de ces vaccins dans les services de santé, au contact des communautés qui interviendra en janvier 2026, sera précédée par l'organisation d'une campagne intégrée de masse qui vise à renforcer l'immunité collective au sein de la population. Cette campagne touchera les personnes âgées de 1 à 19 ans et se déroulera en 2 phases. Une première phase pour le bloc constitué des régions d'Agadez, Maradi, Difa et Zander pour la période du 24 au 30 novembre 2025. Et une deuxième phase prévue en décembre 2025 pour les régions de Dosso, Tawa, Tillabéri et Niamey. Au cours de cette seconde phase, la région de Niamey sera concernée uniquement par le vaccin contre la fièvre typhoïde, car ayant bénéficié d'une riposte contre la méningite en 2024. Des équipes avisées se rendront dans nos villes, villages et hameaux pour l'atteinte des groupes cibles. Elles se déploieront à travers le pays, dans les écoles, les marchés, les points d'eau, les couloirs de passage les plus reculés pour que personne ne soit laissé de côté. Puis-je vous assurer que ce fort engagement a toute l'attention du gouvernement de notre pays et de son excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour la santé de nos vaillantes populations. Je lance un appel solennel à tous les parents et tuteurs pour conduire les enfants vers les sites de vaccination. Les autorités locales et administratives pour encadrer le travail des équipes de santé sur le terrain. La chefferie traditionnelle, les leaders communautaires religieux pour informer, sensibiliser et encourager les communautés.
les médias, les influenceurs et les radios communautaires à diffuser des informations justes et claires et de contrer la désinformation. L'ensemble des acteurs de la défense et la sécurité, de l'éducation, de la jeunesse, de la protection des enfants et de la promotion de la femme à accompagner et soutenir les services de santé. Après le périple de 14 jours du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, à l'intérieur du pays, les réactions populaires continuent d'affluer la vie quotidienne de nos concitoyens. Les encouragements, mais aussi les attentes pour ce périple sont multiples et multiformes. Ismaël Ima, président de l'Association des jeunes patriotes AJP, donne son avis sur la question. Écoutons ensemble ses propos. Moi, je crois que vous souviendra qu'il y a eu pas mal d'encres qui ont en tout cas coulé autour de la question liée au fait que le chef d'État est tout le temps à la présidence, il n'y a pas eu d'action. Et je crois qu'aujourd'hui, face à cette vraiment tournée, beaucoup et d'aucuns qui estiment que bon, c'est que d'autres raisons qu'il n'y a pas eu de sortie, ils ont quand même compris qu'il y a un cahier de charges, il y a des questions à traiter avant de s'adonner à vraiment des mouvements d'une telle envergure. Et au-delà de ces aspects, je crois que la réponse à ces critiques a été levée. Donc, il n'est pas resté confiné, mais ça a permis quand même aussi, parallèlement, de renforcer le moral des troupes dans un contexte sécuritaire très sensible lié aux nombreuses menaces djihadistes. Et parallèlement aussi, ça a permis de consolider ce niveau de la légitimité politique. Et aussi, si vous voulez, gagner la popularité auprès des populations locales. Et pour dire en tout cas à Régime que la tournée du général au Niger a été quand même stratégique et elle a quand même permis à notre gouvernement de démontrer le leadership des autorités qui d'aucuns estiment sont des militaires, parce que c'est une action politico-militaire qui a été démontrée, et de créer les conditions de démontrer combien la manière par laquelle les médias occidentaux sont en train de démontrer l'instabilité sécuritaire est fausse. Maintenant, il faut tout simplement se dire qu'après vraiment cet exploit, il faut aussi qu'il y ait de l'autre côté, que le gouvernement essaie de mettre les gens au pas. Parce que le peuple attend principalement que la sécurité soit renforcée. Donc je crois qu'il est très important que certaines questions soient relevées, à savoir, quand vous prenez le cas de la région de Tillabéri, le redémarrage des activités économiques, les populations dans les différentes zones de la région de Tillabéri restent à désirer. Donc beaucoup d'actions doivent être menées après cette tournée. Et il y a aussi, si vous voulez, une attente forte par rapport à la création des jeunes, et d'emploi des jeunes dans ces localités, parce que vous savez que beaucoup de villages ont été quand même victimes de pas mal de choses et qui poussent quand même ces jeunes à s'élancer dans l'extrémisme. Donc il est nécessaire que le gouvernement prenne des discussions par rapport à ces jeunes qui ont été touchés par vraiment ce qui. Parallèlement, si vous voulez, il faut aussi que le gouvernement essaie de maintenir, si vous voulez, régulièrement cette communication qui a été créée par le chef d'État entre les populations et le niveau local et aussi le niveau central. Donc je crois que c'est un effort. En tout cas, il faut aussi que le gouvernement reste, en tout cas, sur la ligne droite de la logique engagée par le chef de l'État. Donc après cette tournée, comme vous l'avez constaté, beaucoup de régions ont quand même voulu même tendre des revendications qui, à travers les échanges, le chef de l'État l'avait bien précisé qu'ils sont conscients d'un certain nombre de problèmes. Donc de ces problèmes, il y a des plus vite. Et donc nos attentes, c'est vraiment de demander à ce que le gouvernement prenne des discussions pour permettre à ce que nous puissions dire alhamdulillah. Tour d'horizon à présent. En Afrique, l'actualité est dominée aujourd'hui par deux foyers de tension. D'abord en République démocratique du Congo, où de nouvelles perspectives de dialogue s'ouvrent entre Kinshasa et les rebelles M23. Ensuite en Tanzanie, où la contestation post-électorale continue d'agiter plusieurs villes du pays, malgré un dispositif sécuritaire renforcé. Et puis, hors du continent, le Moyen-Orient replonge dans l'inquiétude après une frappe ciblée menée à Beyrouth qui a coûté la vie à un haut commandant du Hezbollah, faisant craindre une nouvelle escalade régionale. Tour d'horizon, c'est avec nous, Denagali. RDC, négociations annoncées entre Kinshasa et le M23. Les pourparlers prévus entre Kinshasa et le M23 ouvrent une lueur d'espoir dans un conflit qui dure depuis trop longtemps. Malgré les annonces
Hamas, le rapport de force reste pratiquement inchangé. Les M23 contrôlent des zones stratégiques. L'État congolais reste sous pression et les populations continuent de fuir l'insécurité. La vraie question demeure, Kinshasa est-il prêt à concéder quelque chose politiquement et jusqu'où? Rien ne garantit un cessez-le-feu durable, mais dans l'Est congolais, ne pas dialoguer serait encore pire. Tanzanie, manifestations post-électorales. Depuis le scrutin du 29 octobre, les manifestations se multiplient pour dénoncer irrégularités et pression sur l'opposition. Le pouvoir répond par un dispositif de sécurité renforcé, des arrestations et des coupures d'Internet dans certaines régions. La Tanzanie, longtemps stable, voit son image s'effriter. La question est simple. Ce mouvement va-t-il s'essouffler ou se structurer davantage? Pour l'instant, tout indique un bras de fer qui risque de durer. Liban, frappe israélienne ciblée à Beyrouth. La frappe israélienne du 22 novembre qui a tué un haut commandant du Hezbollah fait planer le risque d'une escalade. Israël parle d'opération ciblée, tandis que le Liban évoque une provocation grave. Le Hezbollah promet une réponse et la communauté internationale s'inquiète. L'enjeu dépasse le Liban. L'équilibre régional peut-il résister à un nouvel embrasement? Dans cette zone, le moindre incident peut rallumer un conflit incontrôlable. Voilà, auditeurs et auditrices, ainsi se referme ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur nos différentes plateformes médiatiques. Savoir FM et Web, la passion de faire savoir. Bon début de semaine et au revoir. Savoir FM, le journal.